Quand j'étais gamin, ma grand-mère et mes parents m'achetaient des livres d'histoire, car j'aimais beaucoup ça. Et en lisant ces livres d'histoire, il y avait quelque chose de marquant pour moi. Je voyais qu'en 200, 300 ans, des progrès considérables avaient été faits, que grâce à ces progrès, je vivais dans un monde extraordinaire, et en même temps, il y avait beaucoup de gens qui n'en bénéficiaient pas, y compris dans mon propre pays. Et de cette émotion, de cette indignation d'enfant, est sortie une question: comment construire une société plus harmonieuse? Alors, j'ai essayé de penser différemment, j'ai fait des études d'histoire, bien sûr, mais aussi de psycho, d'éco, de finance, et j'ai découvert un domaine scientifique très peu connu qui donnait des réponses à ma question, et en tant que chercheur, je suis devenu spécialiste notamment dans ce domaine. Et ce domaine, ce sont les politiques du bonheur. Les politiques du bonheur. Alors, avant de parler de politique du bonheur, je vais vous parler de bonheur. C'est quoi le bonheur? Pourquoi le bonheur serait un facteur d'harmonie sociale? Je rencontre des personnes qui me disent « mais définir le bonheur, c'est impossible ». Je ne le pense pas. Je connais beaucoup de définitions scientifiques, et parmi ces définitions, il y en a une qui me semble plus pertinente, et c'est la suivante. Nous vivons un flux quasi continu d'émotions positives et négatives, et être heureux, c'est vivre beaucoup plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Avec une nuance, les émotions positives peuvent avoir des conséquences négatives, et les émotions négatives peuvent avoir des conséquences positives. Alors, pourquoi le bonheur serait un facteur d'harmonie sociale? Pourquoi le bonheur serait vraisemblablement l'outil le plus puissant d'harmonie sociale que nous ayons à notre disposition? Eh bien parce que le bonheur est humanisant. Le bonheur permet la rencontre, en grande partie, entre nos besoins personnels et l'harmonie sociale. Au niveau de nos besoins personnels, en règle générale, on préfère être heureux que malheureux. Et puis lorsqu'on est heureux de manière durable, eh bien, on bénéficie des conséquences positives du bonheur. Par exemple, sur l'espérance de vie. Il y a des chercheurs qui ont comparé des lettres d'aspirantes nonnes des années 1920-1930, et ils ont vu que ces aspirantes nonnes, parmi ces aspirantes nonnes, celles qui avaient écrit le plus d'émotions positives, avaient eu une durée de vie supérieure de quasiment 11 ans à celles qui avaient écrit le moins d'émotions positives. Et puis le bonheur, c'est bon pour l'harmonie sociale. Quand on est heureux, de manière quasi automatique, on développe des comportements prosociaux. Par exemple, la gentillesse, la gratitude. Et puis on s'est aperçu que lorsqu'on cherche à accroître ces comportements prosociaux, de manière naturelle, on devient plus heureux. Et c'est pour ça que le bonheur est un outil aussi puissant d'harmonie sociale, parce qu'il fait le lien entre l'harmonie sociale et nos besoins personnels. Il y a un autre point aussi qui est important, essentiel, même s'il peut paraître simple. Le bonheur est augmentable, améliorable. Si ça n'était pas le cas, eh bien, le bonheur ne pourrait pas être un outil d'amélioration. Et lorsqu'on pense amélioration du bonheur, on le pense généralement au niveau individuel. Mais, comme nous allons le voir, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau collectif. Et c'est pour ça que les politiques du bonheur sont essentielles. Politique du bonheur, c'est considérer que le bonheur est un repère, voire un but des politiques publiques. Politique du bonheur, c'est penser les politiques publiques en fonction des émotions positives et négatives qu'elles génèrent.
Mais il faut faire attention lorsqu'on parle de bonheur. Il ne faut pas qu'il y ait d'injonction au bonheur. Il ne faut pas que le bonheur devienne une tyrannie. Et pour éviter ça, il y a un cadre à respecter. Et ce cadre peut être le suivant. Le bonheur, c'est quelque chose de privé, d'intime. Nous avons chacun le droit d'être malheureux et que ce malheur soit respecté. Et les politiques du bonheur sont uniquement là pour donner un cadre favorable, pas plus. Alors j'ai été très théorique, et maintenant je vais vous proposer de voir 3 exemples. Le premier exemple, c'est la justice réparatrice. La justice réparatrice est une forme de justice qui met au centre du processus judiciaire la réparation émotionnelle de la victime. Alors, de manière pratique, ça peut aller jusqu'au fait que la victime et le coupable se rencontrent. Le coupable dans une dynamique d'empathie vis-à-vis de la souffrance qu'il a infligée à la victime, et la victime dans une dynamique de pardon. Et lorsqu'on regarde les résultats de ce type de justice, on s'aperçoit que les victimes en sont beaucoup plus satisfaites de ce processus judiciaire, qu'elles vont beaucoup moins chez le médecin pour des problèmes psychiques, mais aussi pour des problèmes physiques. Et puis du côté des coupables, on s'aperçoit qu'ils sont eux aussi beaucoup plus satisfaits du processus judiciaire, qu'il y a beaucoup moins de récidives, et lorsqu'il y a récidive, elle est de moins d'ampleur. Autre exemple, les politiques d'abondance en temps. Les politiques d'abondance en temps plutôt que les politiques traditionnelles d'abondance en richesse. La recherche nous montre que, au-delà d'un certain niveau de richesse, qui peut varier selon les personnes, pour être plus heureux, il ne faut pas plus d'argent, il faut plus de temps libre. La recherche nous montre aussi que nous avons tendance à mal évaluer l'argent qui est nécessaire pour être heureux. Nous avons tendance, en fait, à le surévaluer. Et aujourd'hui, on peut se dire que dans les pays riches, le niveau de production est suffisant pour passer à des politiques d'abondance en temps. Et en fait, le problème, ce n'est pas un manque de richesse, ce sont les inégalités financières. Et lorsqu'on regarde un peu le futur, on voit qu'il y a des technologies qui arrivent, qui vont permettre d'augmenter la productivité. Par exemple, la robotique ou l'impression 3D. Peut-être vous savez qu'aujourd'hui, avec une imprimante 3D, il est possible de construire en une journée l'essentiel d'une maison. Ces technologies peuvent être le futur des politiques du bonheur, peuvent les permettre. Mais il y a un souci. Les personnes qui investissent aujourd'hui dans ces technologies sont celles qui ont l'argent, et les personnes qui vont perdre leur emploi sont celles qui n'ont pas l'argent. Et là, les politiques du bonheur disent quelque chose de tout à fait simple, donnent une indication tout à fait simple. Moins d'inégalités et une meilleure répartition de la charge de travail. Dernier exemple, quelque chose que vous avez tous connu, et moi aussi, l'école. Aujourd'hui, le but de l'école, c'est fabriquer le futur travailleur, le futur citoyen. Dans une approche par le bonheur, le but de l'école, c'est le bonheur ici, maintenant, des élèves, des enfants. Et c'est important parce que si on se préoccupe du bonheur des parents et des adultes, eh bien c'est normal de s'occuper du bonheur des enfants. Et puis on sait aussi que le bonheur présent, ça vaut pour les enfants, mais ça vaut aussi pour vous, le bonheur présent favorise le bonheur futur. Et si on investit aujourd'hui sur le bonheur des enfants, eh bien ce sera un investissement qui ne sera pas à faire plus tard. Et puis le bonheur, à l'école, ça favorise la performance. Les enfants préfèrent apprendre par le jeu, et sans doute que vous aussi. Enfin, tous les enfants ne deviennent pas des adultes. Il y a des enfants qui meurent avant de devenir adultes. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est quel projet pour eux ? Est-ce que le projet, c'est de les former à être de futurs travailleurs qu'ils ne seront pas ? Ou est-ce que le projet, c'est leur bonheur ici et maintenant ? Au final,
les politiques du bonheur ne résoudront pas tous les problèmes qui existent. Ce n'est pas une nouvelle main invisible à la Adam Smith, mais elles permettront de résoudre un certain nombre de problèmes et de construire une société plus heureuse et donc plus harmonieuse. Et la question que je souhaite vous poser, c'est: êtes-vous prêt à prendre le risque d'expérimenter des politiques du bonheur pour construire une société à la fois plus heureuse et plus harmonieuse? Quant à moi, j'espère que dans 40, 50 ans, il y aura des petits-enfants, comme celui que j'ai été, qui pourront ouvrir des livres d'histoire et lire que nous avons eu l'intelligence émotionnelle de mettre en place des politiques du bonheur. Je vous remercie.